Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extase éducative. Aujourd'hui, je reçois Élodie Thédenac-Clivier. Bonjour Élodie, merci de te prêter au jeu des questions. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles. D'ailleurs, première question, on dit une intelligence ou des intelligences? Alors, la science, ça va être l'intelligence artificielle. Maintenant, si on veut parler de toutes les variétés d'intelligence artificielle, parce que dans cette science, il y a plein de domaines, on peut utiliser les intelligences artificielles. En tout cas, on peut utiliser les deux. Voilà, on peut utiliser les deux. Ça dépend si on parle de la science ou bien du cadre plus général. J'ai l'impression que dans le langage commun, on utilise indifféremment l'un ou l'autre. Oui, tout à fait. Ouais, alors, j'ai choisi de t'inviter parce que nous avons partagé récemment une formation que tu nous as donnée sur les intelligences artificielles. Et autant dire que l'IA, c'est un peu notre extase éducative du moment. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui, justement, toi, te met en extase et te fait te lever le matin? Alors moi, je suis effectivement professeure d'histoire-géographie. Je suis aussi responsable numérique d'un projet depuis 6 ans d'équipement individuel d'élèves. Et puis, donc, je suis également formatrice. Voilà. Alors, moi, ce qui me met en extase, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Moi, j'aime que les choses soient différentes tous les jours. Et l'avantage, c'est qu'avec l'IA, je ne suis pas du tout déçue. Forcément. C'est chaque jour. Chaque jour différent, des nouveautés, des nouvelles façons de faire. Voilà, c'est un vrai sujet très intéressant à aborder. Et puis également, voilà, j'ai conscience maintenant depuis 2 ans que je commence à le cerner plutôt bien, que c'est un sujet qui nécessite énormément de formation des enseignants et des élèves. Et voilà, j'ai envie de contribuer à mon échelle, effectivement, à ce que tout le monde s'en empare de manière positive. Voilà. Merci de contribuer à travers ce podcast pour aujourd'hui en tout cas. Coïncidence ou pas, comme me dit l'adage, débute aujourd'hui un sommet mondial sur l'intelligence artificielle au moment où on enregistre ce podcast. Donc voilà, on est en plein dans l'actualité aussi. Pour autant, l'IA, c'est pas nouveau. Alors on va tout de suite déconstruire un premier mythe. L'IA, c'est une technologie qui serait récente, pas du tout. En fait, les concepts fondamentaux de l'IA existent depuis les années 1950 au moins. Donc ce qui est récent, par contre, c'est les avancées en puissance ces 2 dernières années. Et la raison, c'est ChatGPT peut-être? Oui, alors en fait, c'est vrai que l'IA en tant que science, elle est ancienne. Hein. On a eu des premiers progrès dans les années 50, effectivement. Et puis, ça a évolué. Il y a eu même des hivers de l'IA, hein, des périodes où on a lâché un petit peu l'affaire, se disant qu'on n'arriverait pas à reproduire ce comportement humain. Et puis finalement, effectivement, tout l'attrait sur les intelligences artificielles, là, récent, vient de la naissance des agents conversationnels, des intelligences artificielles génératrices de textes, d'images, de vidéos, d'audio, parce que maintenant elles se sont développées. Et ça a commencé par le texte et par ce fameux, effectivement, ChatGPT qui est apparu dans nos vies depuis novembre 2022. Voilà. Et donc ça a vraiment fait boule de neige et accéléré en quelque sorte les innovations et les publications. Voilà. C'est ça, le grand public s'en est saisi. C'est ça. Le plus souvent, on écrit une consigne qui s'appelle le prompt. Donc ça, c'est pour placer un peu aussi le vocabulaire de base. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Donc, j'ai choisi pour cet épisode de te proposer des mythes. Et ensemble, on va les décortiquer. Alors, c'est parti. Premier mythe. L'IA est une technologie innovante toute récente. C'est un truc à la mode, ça va passer. Alors, un outil, oui. Un truc à la mode...
Peut-être, mais c'est un effet de mode qui va être très long parce que là, on est sur une révolution. Voilà, on a pris le train en marche. Déjà, hein, elle était présente, l'intelligence artificielle. Vous avez vos voitures autonomes, vous utilisez des commandes vocales. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui ont déjà amélioré notre quotidien. Les algorithmes aussi, on peut donner comme exemple tout à simple, les suggestions, les suggestions de musique, dans de vidéos, etc. Tout à fait. Quand vous allez sur les sites commerciaux et que vous avez des suggestions de nouveaux achats, quand vous avez des publicités ciblées, les réseaux sociaux aussi sont maintenant envahis par ces algorithmes. Autrefois, vous aviez vos abonnés ou les sujets que vous aimiez. Maintenant, vous avez des algorithmes qui vous amènent dans des sphères qu'ils ont décidé. Parfois pour vous mettre en opposition d'ailleurs, parce que l'opposition, ça vous fait rester plus longtemps. On s'est aperçu finalement que quand on est dans sa bulle de connaissances. Voilà, donc ça c'est effectivement... la chose nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elles sont partout. Voilà, elles sont partout. Alors, on peut décider de prendre le train en marche ou non. Voilà, chacun va se positionner sur la question. Bon, maintenant, ça paraît compliqué de rester dans sa bulle. Hein. Ça paraît compliqué. Oui, on peut être un spectateur curieux. Oui. Mais effectivement, se dire que non, on ne va pas s'y intéresser, ça semble compliqué. Donc oui, c'est pas juste un outil. Et justement, dans les nombreux articles qui paraissent ces derniers jours, je lisais, certains la comparent comparent la période qu'on est en train de vivre grâce ou à cause de l'IA à la transition qu'il y a eu entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On serait dans l'équivalent. Donc bon voilà, je laisse chacun juger et on verra. Je pense que déjà c'est comparable à Internet, ça c'est sûr. Oui. Voilà, l'avènement d'Internet, ça a beaucoup changé quand même la société. Donc en tout cas au moins à Internet. Alors deuxième mythe, l'IA va remplacer tous les emplois humains et bien sûr les enseignants. Alors c'est effectivement, comme tu le dis, un mythe. Alors, des emplois, malheureusement, oui, elle va en supprimer, ça c'est vrai, elle va remplacer certains humains dans certaines tâches très répétitives qu'elle peut faire avec aisance et rapidité. Donc c'est évident qu'elle va écraser des emplois, mais comme toute innovation, hein, quand il y a une nouvelle innovation, on le sait, il y a destruction d'emplois, il y a aussi création d'emplois. Ça, ce processus-là, on ne va pas y échapper. Il y aura des emplois qui vont disparaître, il y a des emplois qui vont naître. Bon, en théorie, pour le moment, les derniers chiffres que j'avais vus étaient plutôt en faveur de la création d'emplois. C'est-à-dire que malgré le fait que ça détruise, ça en crée plus que ce que ça allait détruire. La difficulté, c'est qu'on ne les connaît pas encore et qu'on a du mal à se projeter, en fait. Exactement, oui. On a encore beaucoup de mal à se projeter. On sait qu'en entreprise, ça va aussi avoir une influence très forte parce que on gagne en productivité. Voilà, il y a certains métiers qui vont vraiment aider. Donc, affaire à suivre. Concernant l'éducation et nos enseignants, tout dépend ce qu'on attend d'eux, en fait. Hein. Tout dépend ce qu'on attend d'eux. Si on attend un enseignant qui soit en classe, qui fasse des tests et qui récite du cours, effectivement, il peut vite être remplacé. Hein. J'ai justement vu la semaine dernière une école en Angleterre entièrement IA. Donc, les élèves sont sur un ordinateur avec leur casque, là, ils écoutent les cours, ils font les tests que l'IA a prévus. En plus, elle est sympa, elle leur fait des parcours différenciés, elle adapte, etc. Les élèves semblaient plus ou moins contents, mais ce sont des élèves qui aiment l'autonomie et être seuls, etc. Ce n'est pas du tout le cas de la majorité de nos élèves qui ont besoin de l'affectif, d'apprendre d'être motivés dans leur apprentissage, et tout ça, on l'espère, l'enseignant ne peut pas être remplacé. En tout cas, si on pose la question à ChatGPT, il nous dit bien qu'elle ne peut pas remplacer ni l'interaction humaine, ni la pédagogie, ni l'accompagnement émotionnel et affectif qui est lié au cours. Donc ça me semble très important de recentrer notre rôle d'enseignant justement sur ces éléments-là. C'est vrai qu'on avait déjà eu un peu peur de la disparition des enseignants avec les MOOC, l'avènement de ces vidéos qui allaient nous remplacer. Bon, au final, la révolution n'a pas vraiment eu lieu. C'est vrai que certaines vidéos aident, mais on s'aperçoit bien que pour accompagner l'apprentissage, c'est beaucoup plus complexe et profond. Donc, espérons que pour le moment,
on ne croit pas qu'on puisse nous remplacer, parce que ça pourrait être malheureusement une directive supérieure à nous, et que voilà, nous continuons à faire notre accompagnement avec les jeunes au quotidien, parce que c'est ce qui marque notre différence. Voilà. Tu dis des choses très intéressantes et en t'écoutant raconter l'anecdote sur cette école en Angleterre, je pense au dispositif PIX sur les compétences numériques. C'est exactement ce processus. On met les élèves avec leur casque, leur clavier et ils avancent et la plateforme s'adapte à leur niveau. Pour autant, on voit bien que l'enseignant a toute sa place aussi en termes de remédiation notamment. Et puis, ça serait oublier que l'école n'est pas là que pour transmettre des savoirs. Et là, je ne vois pas dans ce que tu nous as dit de cet exemple la place des compétences psychosociales, par exemple. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on voit bien que ça a aussi ses limites. Et tu l'as très bien dit, les interactions, la créativité, l'intuition, les compétences humaines, en fait. Mais tout comme certains élèves sont faits pour suivre des cours du CNED, et d'autres pas du tout. Voilà. La majorité des élèves ne sont pas faits pour suivre des cours du CNED. Il faut être extrêmement autonome. Il faut effectivement ne pas trop apprécier la sociabilisation. Voilà, et l'école, c'est le lieu de sociabilisation, voilà, par excellence. Donc, oui. Mais au-delà du fait d'être fait ou pas fait pour le dispositif, ça vient interroger de plein fouet à quoi sert l'école. Tout à fait, c'est vrai. Donc, mythe numéro 3, Lian comprend et pense comme un humain. Alors, elle a pour but d'imiter le comportement humain, puisque c'est le but de cette science, la science de l'intelligence artificielle. Le but, c'est de reproduire les mécanismes de notre cerveau. Bien évidemment que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ces IA, pour rappel, ce sont des données, des chiffres qui ont été... et des algorithmes qui ont été mis en œuvre pour essayer de reproduire ce langage naturel humain avec les IA génératrices de texte, mais en aucun cas, elles ne sont capables, par exemple, de s'adapter à une situation qu'elles n'auraient pas étudiée ou pour laquelle elles n'auraient pas été programmées. C'est la grande différence avec l'humain, justement. C'est que l'humain, il est capable de s'adapter, alors même si parfois ça peut lui prendre un peu de temps, mais il est capable de s'adapter à une situation inconnue. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas d'une IA qui fonctionne comme un ordinateur. On peut dire des fois elle est bête, mais non, en fait, elle est juste capable de faire ce qu'on lui a appris. Alors on aimerait beaucoup qu'elle ressemble à un humain, qu'elle ait les émotions des humains, qu'elle ait la capacité de pouvoir nous remplacer, surtout dans des sociétés comme au Japon, par exemple. Je m'intéresse beaucoup au Japon parce que forcément, l'IA, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse beaucoup. Ils ont le vieillissement de la population qui est extrêmement fort, il manque d'actifs, donc la productivité diminue. Et puis, il y a toutes ces personnes âgées dont il faut s'occuper, qu'il faut accompagner au quotidien. Alors, c'est sympa, l'IA, elle peut donner avec un robot, parce que bien sûr, l'IA toute seule, elle peut rien faire, mais on va la mettre dans un robot. Voilà, il va donner les cachets à l'heure fixe. Voilà, alors bon, ça c'est sympa, mais à partir du moment où la personne âgée va tomber ou va avoir une réaction inattendue, le robot, il va rester tout bête, voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut imaginer, c'est cet ensemble de données. Voilà, alors bien sûr que les données sont de plus en plus importantes et donc les IA sont de plus en plus précises sur certains points, mais elles ne sont pas adaptables. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même cette tendance à projeter de l'humain dans l'IA. On donne la forme d'humain à des robots. On leur écrit comme à des humains. S'il te plaît, chéria, pourrais-tu... voilà. Et puis, on a ce mythe, notamment on le voit chez les élèves, que derrière la machine, c'est un humain qui nous répond. On avait le même phénomène avec les moteurs de recherche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi déconstruire à l'école, de dire non, c'est pas des humains qui sont derrière leur clavier et qui répondent. Mais c'est quelque chose qui a été énormément alimenté par la science-fiction, par le cinéma. Donc, c'est ce qu'on a, nous, comme vision des choses, en fait. Donc, effectivement, il faut tout déconstruire avec les élèves, cette idée de plutôt imaginer des colonnes de data et d'énormes... centres qui peuvent traiter justement. Alors pas juste les imaginer, on peut leur montrer justement pour le rendre tangible et visuel. Ouais. Tout à fait, oui, non, plutôt illustré effectivement. On va venir illustrer tout ça avec les élèves parce que eux, mais
de toute façon, avec l'intelligence artificielle, c'est un peu le but de la science, hein, d'avoir nourri avec la notion d'intelligence artificielle déjà, qui est un mot intelligence qu'on ne peut donner qu'aux humains en théorie. À cela, on va rajouter le réseau de neurones. Voilà, l'IA a des neurones, donc elle a encore quelque chose qui est humain. Donc de toute façon, dans le langage et le vocabulaire utilisé par la science de l'intelligence artificielle, on retrouve en fait toutes ces notions humaines, hein, qu'on a envie de calquer de toute façon, On en reparlera à travers un autre mythe, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, les IA n'ont pas d'émotion. Je voudrais raconter une conférence de presse organisée pour des robots, des intelligences artificielles. Et donc un des robots était capable de dire que oui, il n'avait pas d'émotion, mais qu'il n'en voulait pas, parce qu'il savait bien que c'était à cause de ça qu'il pourrait souffrir. Donc il était en capacité de verbaliser, disons-le comme ça, le fait qu'une émotion faisait souffrir. Alors on sait bien que c'est parce que ça s'appuie justement sur des données auxquelles il a eu accès, mais ça fait réfléchir, je trouve, ce genre de réponse. Alors le mythe numéro 4, justement, ça serait que l'IA est infaillible. Et non, l'IA n'est pas infaillible. Alors on aimerait qu'elle soit infaillible, tout comme on aimerait que ce soit tous des super-héros, hein, voilà, ça c'est toujours notre volonté. L'IA super-héros, sauveur c'est ça, des temps futurs. Ça pourrait. Alors ça veut pas dire que elle s'améliore pas, mais elle fait des erreurs. Elle fait des erreurs parce que elle est basée sur des données, elle est basée sur des calculs, et que parfois elle ne mène pas à la bonne solution, et puis elle est surtout basée sur des probabilités. C'est-à-dire que les IA génératrices de texte, là, je vous invite à aller tester le site VitaScience, si vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne, les IA. C'est un site qui a été développé par des Français et qui a pour but justement de montrer comment elle fonctionne. Alors c'est très très parlant, ça permet de voir le pourcentage des tokens qu'on appelle, c'est-à-dire les petits éléments qui vont s'ajouter les uns après les autres pour former la phrase. Et donc sur VitaScience, si vous lui demandez par exemple quelle est la couleur du ciel, il va vous dire le ciel est bleu. Alors le ciel est bleu, pourquoi il a choisi le bleu ? Parce que, il y avait 80% de chances que ce soit bleu. Il y avait peut-être 0,1% de chances que ce soit violet. Voilà. Et parfois, l'IA, dans ses choix, fait le choix d'une probabilité, même si elle est très très faible. Notamment sur des questions qu'elle ne maîtrise pas bien. Si vous êtes assez expert sur un sujet, par exemple, et que vous lui posez des questions, là, il se peut que vous arriviez facilement à trouver ses limites. Et donc, on dit qu'elle hallucine. Voilà, elle fait des hallucinations, c'est-à-dire que elle ne sait pas dire « je ne sais pas ». Voilà, elle n'est pas programmée pour dire « je ne sais pas ». Donc, elle va donner la réponse qui est le plus probable, voilà, même si elle est à côté des choses. Je donne un exemple. De quelle couleur sont les œufs d'une vache ? Effectivement, elle ne va pas dire les vaches ne pondent pas des œufs. Elle va donner une couleur aux œufs. Mais ça se corrige aussi. Oui. C'est ça qu'on peut dire. Les hallucinations existent, il faut être en capacité de les détecter. Mais en même temps, elle est capable de les corriger au fil du temps. Oui. Alors c'est vrai que les modèles évoluent. Les modèles d'IA évoluent, à chaque fois on cible les problématiques, les hallucinations, surtout les plus entre guillemets spectaculaires, comme celle que tu viens d'évoquer sur l'œuf et la poule. Bon. Et effectivement, ensuite elles sont corrigées, on vient, voilà. Donc, mais malheureusement, elles peuvent produire des erreurs, voilà, sans s'en rendre compte. Et là, il faut aiguiser son œil sur l'esprit critique et avoir la capacité de dire là, elle est en train de me dire quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà. Parfois, elle dit je ne peux pas répondre à cette question. Par exemple, si on lui demande peux-tu me donner une blague raciste, elle est capable de dire non, ça je ne réponds pas. Ça interroge à la fois le côté éthique et le côté effectivement comment elle est programmée. Ça veut bien dire que l'homme agit en amont des réponses qu'elle donne. C'est ça, oui. On y reviendra peut-être dessus, mais effectivement, il y a l'idée, c'est que aujourd'hui, ces données sont forcément contrôlées par les humains, et donc oui, elle peut heureusement être cadrée. Il vaut mieux.
Alors, le mythe suivant que je te propose, c'est l'IA peut créer du contenu original. Et donc, sous-entendu, l'IA va stopper toute créativité, va stopper l'imaginaire. Alors, l'IA, elle ne peut créer que du contenu qu'elle a déjà vu. Donc, est-ce que c'est original de mélanger du Van Gogh et du Gauguin? Peut-être que c'est original. Mais ce n'est pas une invention. Voilà, elle va reproduire ce qu'elle a déjà vu, elle va pouvoir mixer, donc forcément parfois ça peut faire des choses originales. Donc l'IA peut créer du texte, de la poésie, des paroles de chansons, des pièces de théâtre, elle peut aussi générer des images, donc des peintures, des photographies ultra réalistes, des dessins. Elle peut générer aussi des musiques. Suno, par exemple, va vous générer une musique toute faite. Mais voilà, elle ne va se baser que sur ce qu'elle a déjà appris. Donc, pas de son nouveau, pas de... Voilà, elle n'est pas créative ni dans l'imagination, elle est plutôt dans la reproduction. Ce qui fait qu'on va peut-être, dans quelques années, avoir une problématique de manque d'originalité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contenus en ce moment sont créés par l'IA et donc on ne fait que reproduire ce qui a déjà été fait, etc. Et donc au fur et à mesure, peut-être un appauvrissement à prévoir culturellement parce qu'on aura toujours reproduit. Oui, je crois que c'est un des chiffres que j'ai lu, c'est 60% des articles de presse, alors sans doute pas la presse d'investigation et la presse poussée, mais des articles un peu tout venant qui viennent, sont écrits par des IA. Donc effectivement, ça vient poser la question de l'originalité. Enfin, au bout d'un moment, les données seront elles-mêmes produites par des IA. Et donc, on voit bien la limite à un moment donné du système, ou en tout cas les questions que ça vient interroger. C'est la problématique effectivement de cette reproduction. Alors c'est vrai, je pense que comme tu l'as dit, souvent la plupart du temps on a des presses à AFP, voilà, et puis ou Reuters là, et puis hop, l'IA on lui dit t'as 3 phrases et tu fais un article. La plupart le sont aujourd'hui, et voilà, il va y avoir cet appauvrissement peut-être linguistique aussi, parce que voilà, elle utilise des tournures de phrases assez spécifiques. On dit parfois reconnaissable, bon, même si c'est pas toujours évident. Alors, c'est pas toujours évident, mais effectivement, si je prends des posts Instagram générés par une IA, il y a des indices qui laissent supposer que ça a été initié ou en tout cas inspiré par une IA. Donc, sur des textes longs, c'est peut-être plus difficile, mais effectivement, sur des textes courts, on voit bien toujours les mêmes tournures de phrases, les mêmes structures aussi qui reviennent. Donc, qu'est-ce qui nous reste aux humains? En off, tu me disais, il nous reste l'écriture de livres. J'aimais bien cette idée. Oui, il nous reste l'écriture de livres. Il nous reste... alors, la dernière fois, je lisais aussi un article sur les artistes, parce que forcément, tout ce qui est création d'art graphique, etc., même en architecture, les dessins, même pour planifier une cuisine, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment... l'IA fait plein de choses. Elle arrive beaucoup à nous aider à nous projeter. J'avais entendu parler d'art éphémère dans des galeries d'art qui n'auraient de public qu'en présentiel et pour lesquels il serait interdit de prendre des photos. Pour que, justement, l'art puisse continuer à vivre. Alors, bon, là, on n'est plus sur la massification de l'art. On est sur des choses très ponctuelles. Mais bon, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant dans l'avenir de se dire, je vais aller voir une exposition éphémère, donc je n'ai vu aucune œuvre d'art ou reproduction sur Internet, pour que justement l'IA n'y ait pas accès. Voilà. Tout ce que tu dis là depuis tout à l'heure sur la créativité, ça vient interroger aussi la place du remix. Qu'est-ce qu'on invente quand on crée de l'art? Il y a toujours ce côté, je m'inspire de ce qui se fait, de ce que j'ai entendu, du milieu dans lequel j'ai grandi. Donc, où est la frontière entre l'inspiration, le remix et le plagiat? Ce sont des questions que l'IA vient interroger, mais qui finalement sont présentes là depuis longtemps et que Internet, le web est venu interroger. Et à nouveau, on se retrouve avec les mêmes interrogations, les mêmes questionnements. Le mythe suivant, on a commencé à le toucher du doigt, l'IA est éthiquement neutre.
Alors l'IA, malheureusement, n'est pas du tout neutre. C'est un grand mythe, effectivement. Alors, au même titre qu'elle fait des erreurs et qu'elle ne le dit pas, elle reproduit certains biais sociétaux sans forcément le marquer ou le dire. Tout simplement parce que ces données, qu'on évoque depuis le début, là, sont des données qu'elle a établies en masse. Et sur ce principe de la proportionnalité, eh bien, si on regarde les données qu'on lui a certainement données depuis les 50 dernières années, elles sont majoritairement sexistes, racistes. Et comme elle va chercher la probabilité supérieure, elle va les reproduire. Voilà, elle va les reproduire. Donc aujourd'hui, si vous lui demandez de générer une image, par exemple, qui représente un infirmier, une infirmière, en anglais c'est a nurse, vous savez, on ne met pas le féminin ou le masculin, elle va automatiquement vous dessiner une femme. Si vous lui demandez un chef d'entreprise, une grande société, un PDG, on va dire un CEO en anglais, ça va être un homme, la quarantaine, blanc, bien sûr, voilà, un gangster. Alors, je vous dis pas le gangster, vous imaginez, il est noir dans les rues new-yorkaises, voilà. Et en fait, elle reproduit les biais majoritaires de la société. Alors, on essaie, bien évidemment, encore une fois, de cadrer tout ça, mais c'est pas évident, hein, voilà, d'arriver à... C'est aussi une invitation à se dire, est-ce qu'on a envie de laisser les IA entre les mains des startups américaines, ou chinoises, hommes blancs, ouais. ou chinoises, quelle est la place des femmes, des Français, sans être chauvin, dans cet écosystème qui se crée, effectivement. Ouais. Alors nous, en France, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Les IA, aujourd'hui, on a Mistral. On a Lucie qui est en train de sortir pour les agents administratifs, mais qui n'est pas du tout au point. C'est vrai que les grands de ce monde sont plutôt dans la Silicon Valley, et donc représentent plutôt le modèle américain. Donc ça pose la question de la culture française et de ses particularités. Là, depuis la semaine dernière, on est sur l'invasion du chinois, DeepSeek, qui lui forcément a introduit la censure chinoise, voilà. Donc l'avantage c'est qu'il est gratuit et qu'il travaille aussi bien que ChatGPT, alors forcément les gens se tournent vers lui, mais voilà, encore une fois il va y avoir des biais très forts qui ressortent. Donc voilà, ça pose la question de qui contrôle ces données. Aujourd'hui on n'a pas accès aux corpus documentaires qui ont été ingérés par ces intelligences artificielles, ça reste sous le secret. Donc c'est compliqué pour nous de pouvoir nous dire, voilà, je suis sur une IA éthiquement neutre, qui correspond, ou alors au moins qui correspond à ma vision de voir les choses. On retrouve le même procédé que pour les moteurs de recherche. Oui. On sait bien que c'est des algorithmes ultra complexes. On connaît quelques astuces voilà, sur quoi ils se basent dans les grandes lignes, mais en réalité, on n'a jamais su de quelle manière ils fonctionnaient. Ça va être pareil avec l'IA. On suppose sur quoi ils se basent, sur les données qui sont accessibles en ligne facilement. Mais derrière, effectivement, quel est le tri qui est fait et le croisement d'algorithmes, on ne sait pas trop. Non, mais c'est pas évident du tout d'arriver à savoir les intentions des créateurs. Et bon, on sait toujours que le marketing se hisse dans tout ça aussi. Les moteurs de recherche, c'est le cas. Hein. Les premiers qui ressortent sont ceux qui ont payé ou sponsorisé, tout ça. C'est un petit peu la même chose pour l'IA. On sait qu'il va y avoir une question financière qui va ressortir. Est-ce que certains vont promouvoir certaines données qui vont ressortir, etc. Ça va, voilà. Oui, comment il choisit les sources qui sont mises en avant, effectivement. Quand on lui demande sur quelle source tu te bases, effectivement, il est capable d'en donner 3 à 4. Et comment est-ce qu'elles sont choisies, ça reste très aléatoire. C'est ça. Alors pour les sources, justement, si vous avez envie d'utiliser une IA qui cite ses sources, je vous invite à utiliser Perplexity, qui est pour moi la plus intéressante dans le domaine scolaire. Parce que vraiment, vous avez les articles auxquels elle se réfère et il y a la possibilité de travailler réellement avec les jeunes sur les sources qu'elle a utilisées pour rédiger son article. Copilot le fait un petit peu, ChatGPT encore pas assez. Voilà. Ou en tout cas, il faut lui demander. Oui, il faut lui demander et c'est pas toujours très convaincant. Alors le mythe suivant, c'est l'IA va réduire les inégalités éducatives.
la fameuse fracture numérique. Est-ce qu'elle n'est pas là en train de se creuser encore plus? Alors justement, j'ai 2 avis. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à me positionner complètement sur la question. C'est ni tout blanc ni tout noir. Comme sur tous les autres mythes. Oui, c'est vrai. Mais là, vraiment, c'est encore moins tranché, je trouve, parce que il y a cette idée de l'IA va pouvoir aider certains élèves et certains enseignants à mettre en place des pédagogies différenciées pour justement les accompagner. Parce qu'il y a des outils d'IA très spécifiques pour l'éducation qui sont très intéressants. Donc, se dire qu'on pourrait essayer de combler, c'est intéressant. En tout cas, c'est une opportunité qui pourrait être devant nous. On le sait, on a souvent des classes avec des gros effectifs. Bon, compliqué de pouvoir avoir un suivi personnalisé pour chaque élève, se dire qu'on pourra avoir une IA personnalisée, un petit chatbot qui aide les élèves. Bon, c'est tentant et on se dit, ouais, ça pourrait réduire les inégalités. Maintenant, il y a la problématique de la technologie, qui fait un peu peut-être référence à un mythe aussi. Celui, en fait, c'est facile, l'IA, on peut y accéder facilement, etc. Pas besoin de maîtriser une quelconque technologie. Exactement. Et en fait, c'est assez compliqué. On s'aperçoit que ceux qui savent bien l'utiliser, ce sont ceux qui ont l'art de manier le prompt, de poser les bonnes questions à l'IA pour avoir des réponses les plus pertinentes possibles. Et de converser, puisque justement, ce sont des IA conversationnelles. Exactement. De savoir rebondir et pas s'arrêter forcément à la première réponse qui est là. Exactement. Et d'avoir les bons mécanismes, de savoir justement discuter avec elle, d'arriver à cibler si elle est en train d'halluciner ou de générer un biais. Et donc au final, il faut des compétences qui sont nécessaires, des capacités à analyser, des capacités à comprendre, à avoir un esprit critique. Et finalement, encore une fois, est-ce qu'on ne retrouve pas ici l'idée de fracture entre celui qui va s'en sortir avec l'IA et celui qui s'en sortira pas. Je vois déjà, même entre collègues, moi j'ai des collègues des fois qui viennent me voir, Elodie, franchement, l'IA, elle va pas nous remplacer de suite, elle est pas très très bonne. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu lui as demandé ? Ah ouais, mais c'est peut-être ton prompt qui n'était pas très très bon en fait. Parce que moi, bizarrement, avec un prompt plus cadré, une conversation plus menée, je trouve qu'elle est vraiment intéressante quand même. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. De ce que j'ai compris, on a parlé du sommet de l'IA la semaine dernière, notre ministre de l'Éducation nationale a parlé de cours sur l'intelligence artificielle pour les élèves et d'obligations de formation aussi pour les enseignants à partir de l'année prochaine. Donc, après, il existe l'EMI, l'éducation média et l'information, qui est portée par les professeurs documentalistes et globalement tous les enseignants. Donc c'est une porte ouverte, mais on retombe dans la difficulté de ces éducations A qui ne sont pas inscrites en tant que telles dans les emplois du temps, où au final c'est tout le monde et personne, et les inégalités face à ces enseignements-là, selon les établissements. Là, elle parlait d'un parcours PIX, notamment sur l'IA, qui allait apparaître. Mais après, oui, il y a un vrai enjeu même de formation des collègues, ça c'est clair. On retrouve les mêmes questions. C'est ce qu'on disait qu'en 2010, donc finalement, il y a eu Wikipédia, c'était assez précisément les mêmes questions. Faut-il autoriser, faut-il interdire à l'école ? La question, c'est... Enfin, je veux bien ton avis, mais moi, à partir du moment... une échelle d'utilisation de l'IA. À partir du moment où il faut éduquer un outil, il faut l'utiliser. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, c'est pas possible d'éduquer sans utiliser. Donc pour moi, l'IA, c'est oui à l'école, dans un cadre, avec une charte, avec des apprentissages. L'usage doit être raisonné. Il faut que l'élève arrive à comprendre la différence entre je fais un simple copier-coller d'une IA et je m'en sers pour construire mon travail. J'aime bien les travaux de Margarida Romero là sur passer de l'élève passif à l'élève et consommateur à l'élève actif qui va l'utiliser en co-construction de ce qu'il va faire. Et ça, on peut pas dire tu vas l'apprendre tout seul à la maison ou je laisse ça à tes parents. Non, l'école a un vrai enjeu sur l'éducation de ces thématiques-là. Et c'est en les utilisant et en les mobilisant qu'ils comprendront les biais, qu'ils comprendront les problématiques diverses autour des IA. Encore une fois, les mêmes questions qui se sont posées avec l'arrivée du numérique à l'école. Donc j'aime bien l'idée
qu'on a été plusieurs à porter, copier, coller, créer. Copier-coller, oui, mais pour en faire quoi derrière? C'est ça, voilà. On va arriver presque au bout. Je ne pouvais pas ne pas évoquer les questions d'écologie. Donc, un mythe là-dessus. L'IA est bien plus écologique que les moteurs de recherche. Ouais, c'est un mythe. C'est un mythe, ça consomme à peu près 10 fois plus qu'un moteur de recherche, une requête sur l'IA. Malheureusement, c'est le gros point faible aujourd'hui des intelligences artificielles. C'est aussi une question de société qui se pose, parce qu'on parle de sommet de l'IA, ça veut dire qu'on est en train de prendre conscience de l'importance de l'IA dans notre vie aujourd'hui. Eh bien, l'écologie, comme ça fait partie aussi des piliers importants et de nos questionnements pour l'avenir, eh bien, ça pose des questions. Aujourd'hui, on consomme énormément d'énergie pour ces datas, pour les refroidir, etc. On consomme également donc de l'eau aussi, beaucoup d'eau. J'avais lu que pour entraîner ChatGPT 3, donc on avait utilisé 700 000 litres d'eau pour refroidir ces serveurs, ce qui équivaudrait à peu près à la consommation du Danemark en un an. Et donc c'est vraiment énorme. On a vraiment des chiffres aussi sur l'électricité qui sont très très importants. Donc ça pose vraiment question. Là aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Pour redonner un chiffre qui, moi personnellement, me parle plus. À ramener une échelle peut-être plus basique, chaque requête sur une IA, ChatGPT, c'est l'équivalent d'1 litre d'eau qui serait consommé ou jeté. Le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. C'est ça. C'est impressionnant. Donc c'est impressionnant. Aujourd'hui, les développeurs ont tout à fait conscience que c'est la bête noire un petit peu des IA. Donc il y a des recherches pour essayer de diminuer. Mais malheureusement, ça va se faire sans doute au prix de et on voit bien le paradoxe. On a envie d'inciter les gens, les plus jeunes, à essayer l'outil. Et en même temps, on sait bien que chaque requête est consommatrice d'énergie et a un impact. Tous envie de s'amuser avec une intelligence artificielle, de converser avec elle, voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Et en même temps, on sait bien l'impact écologique que ça a derrière. C'est ça. Donc ça, c'est pas la question la plus facile. Non. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce que dit en substance Delphine Le Cerf, dont je mettrai son intervention en commentaire. Elle dit que le rempart contre l'IA, c'est l'intelligence du cœur. Alors, pour une fois, je ne vais pas dire que c'est un mythe. Je pense que c'est plutôt une réalité. La phrase, en fait, suggère un petit peu que face au progrès de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence émotionnelle, finalement. C'est la sensibilité qui va nous ramener à ce qu'on est d'humain, en quelque sorte. Les choix éthiques que l'on fait aussi, qui sont des garde-fous, un petit peu, pour cette science. Dans la même idée, moi, j'aime bien la phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça nous rappelle effectivement que l'IA peut traiter des données, que l'IA est une science, qu'elle peut générer du contenu, mais qu'elle ne remplace pas ni notre discernement humain, ni notre empathie. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'émotion derrière cette intelligence artificielle, même si on aimerait parfois qu'elle en ait. Notamment les jeunes qui ont des comportements avec les intelligences artificielles un peu différents, en tout cas du mien. Moi, j'utilise assez de manière professionnelle, etc. Les jeunes aiment bien l'utiliser comme un petit confident à qui ils vont discuter, un ami un peu, avec qui ils vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils ont envie, sans tabou. Et parfois, on a dit, il répond. Et oui, il répond. Et parfois nouer finalement des liens un petit peu pas malsains, mais en tout cas qui posent cette question, donc c'est vraiment une barrière qu'il faut arriver à garder, je pense. L'intelligence artificielle reste une science, des données, des algorithmes, etc. C'est aussi un progrès, mais c'est pas un progrès en soi, et finalement, ou une fin en soi. On doit être encore guidé par nos valeurs humaines pour éviter justement des dérives, avoir conscience des biais, avoir conscience des hallucinations, avoir conscience de tous ces grands
multinationales ou de ces pays qui ont envie de prendre un peu le contrôle sur les autres grâce à cette IA. Donc voilà, il faut, je pense, effectivement, garder nos valeurs comme la clé de voûte de cette relation avec les IA. Voilà. Oui, il y a bien d'autres questions qu'on aurait pu soulever aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Mais on voit bien que l'intelligence du cœur, c'est justement développer son intuition, développer son empathie. Donc ça rejoint encore une fois les compétences psychosociales qu'on évoquait tout à l'heure. On en parlait aussi dans un épisode précédent de ce qui nous met en relation à l'autre. Donc c'est peut-être là-dessus que l'école va devoir accentuer encore plus dans les mois, les années à venir. Donc merci Elodie pour tous ces éclairages très pertinents. Avec plaisir. Je vous invite à suivre Elodie. Donc comment on peut te suivre? Sur LinkedIn, c'est là où j'ai le plus d'activité. Ouais. Donc je mettrai le lien en commentaire. Merci beaucoup Elodie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on y répondra avec plaisir. Passez une bonne journée, à bientôt.